Quand on parle de sexualité sous influence de cannabis, on parle rarement des regards qui y sont associés. Pourtant, les jugements, les stéréotypes et les oppressions peuvent peser lourd, surtout quand ils se croisent avec d'autres réalités comme l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'origine culturelle. Dans cette capsule, on va explorer comment ces stigmas prennent forme dans la société, dans les institutions, mais aussi à l'intérieur de soi. Et surtout, comment ils influencent les jeunes dans leur rapport au sexe, à la consommation et à la recherche d'aide. Parce que pour intervenir avec justesse, il faut aussi comprendre les réalités qu'on vit pas toujours soi-même. Il existe plusieurs formes de stigmatisation liées à la consommation de drogue, dont la stigmatisation sociale, l'autostigmatisation et la stigmatisation structurelle. Ces stigmatisations peuvent influencer la manière dont les personnes qui consomment des substances sont perçues et traitées dans la société. La stigmatisation sociale comprend les jugements, les moqueries ou les préjugés envers les personnes qui consomment, surtout si c'est lié à la sexualité. Ces jugements sont souvent renforcés par les médias ou les conversations quotidiennes. Par exemple, parler de dépendance comme si c'était un simple manque de volonté. On parle d'auto-stigmatisation quand on intériorise ces jugements-là. Ça se manifeste par de la honte ou une faible estime de soi, par exemple. Tout ça peut même mener à consommer seul, à cacher sa consommation ou à pas demander d'aide. Par exemple, certaines personnes peuvent éviter un CLSC ou une discussion avec un ou une proche par peur d'être mal vue. On parle de stigmatisation structurelle quand les règles, les lois ou les institutions perpétuent le rejet. Par exemple, quand des soins sont de moindre qualité ou carrément refusés pour les personnes qui consomment, qu'on impose des tests de dépistage non nécessaires au travail ou que l'aide offerte est conditionnelle à l'abstinence. En résumé, la stigmatisation, qu'elle soit sociale, personnelle ou institutionnelle, empêche les gens d'accéder au soutien, en plus d'augmenter les risques. Elle mérite donc autant d'attention que la consommation elle-même. L'intersectionnalité, ça nous aide à voir comment différentes formes d'oppression, comme le racisme, le sexisme, la discrimination envers la communauté LGBTQ+, ou la stigmatisation liée à la consommation de substances, peuvent se croiser dans la vie d'une même personne. Ces formes de marginalisation ne s'additionnent pas simplement, elles interagissent. Elles se renforcent et elles peuvent complexifier les expériences de chacune. Concrètement, ça veut dire qu'une personne vit pas juste une forme d'exclusion ou de discrimination, mais parfois plusieurs en même temps et qu'on peut pas les comprendre séparément. Par exemple, une personne racisée qui consomme du cannabis n'aura pas forcément la même expérience qu'une personne blanche dans la même situation. Les jugements, les risques, l'accès au soutien, tout ça peut varier beaucoup selon qui on est, d'où on vient et comment on s'identifie. Donc, en tant qu'intervenant ou intervenante, gardez en tête cette grille de lecture dans votre pratique. C'est une façon d'aborder les discussions sur le consentement, le plaisir ou la réduction des risques d'une manière plus inclusive, plus juste et surtout plus proche de la réalité des jeunes que vous allez accompagner. La sexualité, la consommation de cannabis et la discrimination institutionnelle s'entrecroisent de manière complexe et cumulative. Sur le plan social, les personnes qui consomment du cannabis dans un contexte sexuel sont souvent perçues comme irresponsables, dévergondées ou incapables de se maîtriser. Cette stigmatisation se traduit par des jugements moraux, l'ostracisation des personnes concernées et une remise en question de leur crédibilité lorsqu'elles rapportent des expériences de violence ou d'agression sexuelle, par exemple. Sur le plan des discriminations croisées, ces stigmas pèsent plus lourdement sur certaines populations. Les personnes noires, autochtones, issues de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres, ainsi que celles en situation de handicap, sont particulièrement ciblées par des récits dominants qui les marginalisent. Elles subissent souvent une double, voire une triple discrimination, qu'on parle de criminalisation accrue de la consommation, de l'invalidation de leurs paroles ou d'un accès restreint aux soins et services de santé. Sur le plan institutionnel, le manque d'éducation à la sexualité centrée sur le plaisir, le consentement et la réduction des risques, combiné à des lacunes importantes en matière d'éducation et de recherche sur le cannabis, crée un vide. Ce déficit alimente les idées fausses, limite la prévention et entrave le développement de pratiques inclusives. En résumé, ces réalités ne s'additionnent pas simplement, elles s'entrecroisent.
Ce sont justement ces interactions entre sexualité, cannabis et discrimination institutionnelle qui créent des enjeux spécifiques, trop souvent effacés des recherches, mais essentiels à comprendre pour améliorer la santé, la sécurité et le bien-être des personnes que vous souhaitez accompagner. Une chose qui me vient en tête quand on évoque juste la sexualité des jeunes, il y a souvent un regard quand même inquiet ou de peur ou voire négatif. Il y a quand même ce tabou-là qui pèse lourd sur le sujet. En plus que là, on vient rajouter le cannabis qui vient avec ses propres préjugés aussi en lui-même. Ce que les statistiques aussi démontrent, c'est que la consommation du cannabis va être consommée dans différents milieux par différentes personnes, puis qu'on ne devrait pas nécessairement attribuer ces étiquettes-là comme étant quelqu'un qui est moins fonctionnel socialement, qui prend la vie à la légère. C'est encore selon moi, des préjugés qu'on véhicule dans la société, dans notre façon de porter un regard sur le cannabis, notamment chez les jeunes à ce moment-ci. Si on regarde sexualité sous influence d'alcool, il y a beaucoup moins de préjugés, c'est plus normalisé. Alors que quand on parle de sexualité sous influence de cannabis, là, ça paraît beaucoup plus, ok, ben c'est oui, plus libertin, quelque chose d'irresponsable finalement, que la personne n'a pas forcément anticipé, qu'elle aurait dû faire attention, vraiment rattaché au risque, à la notion de risque. Ben, dans les normes qu'on a aujourd'hui, surtout pour les jeunes, tu sais, on se dirait, ben, faut que tu connaisses ta sexualité sans substance, faut que tu apprennes à te connaître. Donc, on a un peu ce biais-là de dire, ben, toute sexualité avec substance est en quelque sorte une sexualité qui est un peu dénaturée, qui est moins valide. Un peu comme on avait peut-être une vision différente de l'utilisation de jouets sexuels ou de matériel qui peut accompagner la sexualité par le passé, alors que pour les objets physiques, je pense qu'il y a une certaine évolution qui a été faite au niveau de la société, alors que pour les substances qui vont changer notre disposition à ressentir du plaisir, on a encore ce biais-là, que c'est une sexualité qui est artificiellement changée, puis qui est dénaturée en quelque sorte, beaucoup moins pure dans notre façon d'entrer en relation avec les partenaires. C'est comme si on attribuait des traits de caractère, en fait, aux personnes qui aimeraient vivre une sexualité sous influence de cannabis, alors que semble pas y avoir de profil type, il semble pas y avoir de traits de caractère qui sont associables à ça, à part avoir une curiosité de vivre une expérience sexuelle autrement. Mon expérience d'intervention auprès des jeunes, c'est que il y a une plus grande préparation et réflexion souvent que quand on pense à l'alcool. J'ai l'impression que les méfaits viennent peut-être vraiment de l'image qu'on a du stoner, que comme c'est un hippie sale qui se douche pas, il reste tout le temps sur son couch, il y a son appart est crasse, il y a des papiers de McDo partout. J'ai l'impression que c'est pour ça, c'est vraiment une question de stéréotype, anyway, parce que l'image qu'on a avec l'alcool, justement, si on pense à un politicien, whisky on the rocks, tu sais, c'est quelque chose de classique, c'est quelque chose, tu rentres dans un bar, tu peux aller prendre un verre, on n'a pas de lounge ou de café où est-ce que tu peux aller fumer des battes. Enfin, je pense que c'est vraiment ça. Puis ça vient aussi peut-être des classes aussi, que l'alcool, c'est quelque chose qu'on associe justement avec comme un certain luxe, une certaine bourgeoisie, si on veut. Puis les gens, les poteux, c'est les crasses qui n'ont pas d'habitation. Puis je pense que ça se maintient vraiment dans l'image qu'on a. Puis si je peux rajouter quelque chose, c'est tellement pas vrai en plus. Ben absolument pas. La plupart des gens qui consomment, mes amis, sont aux études, ils font mille et une choses. Tu sais, regardez-nous aujourd'hui, là, tu sais, on n'est pas on the verge, je sais pas, de mourir ou quoi que ce soit. Tu sais, on va bien, on fonctionne, on a des belles relations, tu sais, on contribue aux gens autour de nous, mais comme, tu sais, je nous regarde puis je suis fière de nous, tu sais. Fait que mais c'est vrai que comme, ces stéréotypes-là tiennent pas la route, en fait, tu sais. C'est vraiment plus pour apporter une certaine nuisance à l'associer à la consommation. Ouais, une peur à la consommation de cannabis puis les gens qui consomment. Les jeunes qui consomment du cannabis puis qui ont une sexualité sous influence vont souvent avoir fait des choix éclairés, avoir réfléchi à ce qu'ils souhaitent faire, souhaitent avoir comme sexualité, l'avoir expérimenté. Donc, avoir un regard différent sur cette conduite-là en ayant choisi qu'elle soit acceptable pour ces personnes-là. Donc, pour elles, leur vision est souvent que c'est une partie intégrante de leur sexualité qui est valide, valable et qui est légitime au même titre que
de la consommation d'alcool dans notre société et de la sexualité. Donc, ce regard-là va être assez différent des personnes qui, selon moi, ne l'ont pas expérimenté dans leur vie. Puis définitivement que les jeunes vont davantage en parler à leur père, PAIRS, à leurs amis, qu'à leur entourage parce qu'ils ressentent cette vision différente, et un peu plus moralisatrice, de leur entourage comparée à la vision et à la manière dont leurs amis vont recevoir, leurs expériences. Aussi, la sexualité est un sujet qui est pas toujours abordé par les proches, la famille, ouvertement. La consommation de cannabis non plus, ou encore si ça l'est fait, tout dépend de comment ça a été fait. Mais si on a un regard moralisateur, de peur, où on parle vraiment juste des conséquences potentielles, c'est sûr qu'on risque de craindre plus de préjugés, puis on risque de garder son expérience pour soi, même si on avait envie d'en discuter ou de la réfléchir avec quelqu'un d'autre. Le regard social que les personnes vont avoir est vraiment teinté par le genre des personnes qui vont avoir une sexualité sous influence. Puis en fait, c'est une combinaison, selon moi, des doubles standards qu'on retrouve à la fois par rapport à la sexualité, donc où euh, les femmes devraient avoir moins de plaisir à vivre leur sexualité, devraient avoir une sexualité qui est plus sécuritaire et devraient à la fois pas consommer de substances ou être en très grand contrôle d'elle-même dans la plupart des situations, alors que le regard va être complètement différent chez les hommes par rapport euh, à la sexualité sous influence, où on va se dire, ben, il prend un risque, mais c'est quelque chose de masculin, il va demeurer en contrôle, tout va bien se passer. Puis c'est clair que les risques au niveau sexuel sont modulés selon le genre, mais en même temps, le regard ou la stigmatisation qui vient s'ajouter à tout ça va être différent selon d'un genre à l'autre, alors qu'on devrait avoir probablement la même vision de la capacité des personnes à choisir et avoir une sexualité sous influence du cannabis. Mais ce qui est sûr, c'est que les jeunes, ils nous parlent de tous ces préjugés vont avoir un impact au niveau de la honte qu'ils peuvent ressentir. Ça va les rendre silencieux de leurs expériences, donc pas parler de leurs expériences du tout. Ou en tout cas, si ça se passe pas forcément bien, ne pas aller chercher de l'aide, par exemple. Ça vient avec une auto-stigmatisation aussi. Donc une honte qui va être vraiment vécue par la personne et elle va s'en vouloir elle-même d'avoir eu ce comportement. Donc ça a vraiment un impact sur ce qu'elle va faire, mais aussi sur ce qu'elle va ressentir dans ses émotions et dans sa vision d'elle-même et sa confiance en elle. Je pense qu'il y a beaucoup moins d'échanges entre les jeunes eux-mêmes sur qu'est-ce qu'ils vivent, puis comment ils voudraient le vivre en quelque sorte, comment ils voudraient aussi avoir un regard social qui est différent sur ce phénomène-là. Donc, c'est comme si on était très isolés, que ce soit au niveau des ressources d'aide, de la discussion qu'on peut avoir avec d'autres personnes, avec nos parents, notre entourage, ou des services publics en santé qui pourraient nous aider dans les décisions qu'on souhaite prendre par rapport à la consommation ou à la sexualité sous influence. Ce manque d'espace de réflexion puis d'échange, ça peut faire en sorte qu'on a de la difficulté à se positionner soi-même sur son expérience, même si c'était souhaité, préparé, que c'était associé à du plaisir, à quelque chose qu'on aurait envie d'explorer à nouveau. Ça nous permet pas de faire une réflexion sur est-ce qu'il y a des choses que j'aurais voulu qui se passent différemment ou que j'aimerais essayer la prochaine fois, que je voudrais nommer à ma partenaire. Donc, toutes ces choses-là qui sont assez essentielles pour se sentir bien dans sa sexualité, on les garde pour soi avec peu d'espace là, pour les réfléchir. La recherche de plaisir, c'est pas propre à un genre, c'est pas propre à une origine culturelle, c'est pas propre à grand-chose non plus. Finalement, là, c'est suffit qu'on en ait envie. Au Québec, on a une vision où les rapports de genre peuvent être différents dans d'autres cultures, où on a une vision un peu plus égalitaire. Puis, même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire, l'idée que les femmes peuvent vivre une sexualité, peuvent choisir la sexualité qu'elles souhaitent et peuvent le vivre à travers des substances, ben, va donner vraiment une autre couleur à la consommation de cannabis, à la consommation d'alcool. Puis même chose pour les hommes aussi. Donc notre rapport à la sexualité est probablement différent. Puis c'est ce que les jeunes semblaient évoquer. Puis quand on le combine à une substance qui, dans d'autres pays, est illégale, des fois est fortement réprimée, vue comme étant
comme d'autres types de drogues, ben, c'est pas la même vision qu'on a du cannabis. Puis ça ouvre probablement la voie à une discussion qui est beaucoup plus ouverte sur le sujet, qu'on n'aurait peut-être pas pensé avant la légalisation, selon ma perspective. Ces 2 éléments où on se sent plus libre d'avoir une sexualité, comme on le souhaite et en plus, on est avec une substance légalisée où il reste, certains jugements, certains préjugés, mais les personnes se sentent quand même plus libres de pouvoir expérimenter et de pouvoir consommer dans ce contexte-là. Ça, c'est clair. À la fois, ça contribue à mieux vivre leur sexualité sous influence, mais peut-être aussi à créer des barrières avec les générations antérieures par rapport à ce même phénomène-là. Le modèle du stress minoritaire, ça nous aide à comprendre comment la stigmatisation et la discrimination affectent la santé mentale et physique des personnes issues de groupes marginalisés. En gros, plus on subit de rejet ou de jugement, plus le stress s'accumule et plus c'est difficile d'aller bien. Mais on peut aller au-delà de cette vision centrée sur les vulnérabilités. Le modèle des forces minoritaires, plus récent, met en lumière les ressources personnelles et collectives qui existent au sein de ces communautés et comment elles peuvent nourrir la résilience et une santé positive. Les jeunes n'ont pas parlé de front de la notion de stress minoritaire. Donc, c'est pas quelque chose qui est d'emblée soit dans leur vocabulaire ou soit dans leur façon dont ils souhaitaient présenter l'influence de ce stress-là sur leur consommation de cannabis ou sur leur sexualité. Par contre, ce qu'on constatait, c'est que les personnes de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres pouvaient, en quelque sorte, utiliser le cannabis pour gérer le malaise qu'ils ont par rapport au stress minoritaire qu'ils subissent, soit au quotidien, soit particulièrement dans leur rapport dans les relations sexuelles qui, fait émerger encore plus cette notion-là parce que là, ils voient de façon livide la sexualité puis ils ont à se positionner comme personne par rapport à la notion de stress minoritaire, au biais qu'on a d'homophobie, de transphobie qui vont vivre dans les gestes sexuels. Mais ce qui est sûr, c'est que le stress minoritaire, même s'ils nous en parlent pas d'emblée, ça va se traduire par des choses qu'ils vont ressentir. Donc, ils vont se sentir jugés parce que ils font partie d'un groupe marginalisé, d'un groupe stigmatisé, minoritaire. Alors, avec ce groupe vient certains stéréotypes, des préjugés qui font que ils vont intérioriser aussi ces stéréotypes-là et se sentir justement avoir ce stress psychologique qui fait que ils ne vont pas parler de ce qu'ils vivent. Ils vont se sentir honteux parce que ils estiment que s'ils parlent de ce qu'ils font qui n'est pas normalisé dans leur groupe, alors qu'ils devraient répondre aux normes de leur groupe, alors ils vont être jugés aussi par l'extérieur. Donc il y a le jugement à l'intérieur de leur communauté, mais aussi à l'extérieur. J'ai pas grandi avec ça, mais j'ai grandi avec la recherche de ça. Mmh. Puis, tu sais, aujourd'hui, dans mes amis, c'est quand même mix, c'est quand même mitigé. Il y a des gens qui sont comme, ben non, pour moi, consommer lors des relations sexuelles, c'est un gros non, Mmh. ça se fait pas, on peut pas consentir, nanana. OK. Puis j'ai d'autres personnes, mais que ça fait partie de leur vie, fait que, tu sais, on s'en parle et tout. Mais j'aimerais qu'on parle beaucoup plus comme de cannabis en soi, mais pas tant de cannabis sous l'influence, mais qu'on La a la sexualité sous l'influence du cannabis. Parce que je pense, c'est encore tabou, tu sais. Ben Fait que je pense même entre nous, même si tout est détabouisé, cannabis plus sexualité, on en parle un peu moins, Mmh. en fait. Ce que je trouve aussi intéressant dans le discours des jeunes, puis on commence à le voir dans d'autres échos, d'autres études, d'autres groupes communautaires, c'est la notion que c'est aussi une façon de marquer leur identité, de se regrouper, d'avoir un sentiment d'appartenance avec d'autres personnes qui consomment et sur le plan sexuel, de vivre pas juste comme un mécanisme d'adaptation, mais une euphorie de genre. Donc, d'apprendre à se connaître, tolérer l'inconfort, vivre notre sexualité différemment, vivre notre identité sexuelle, donc la découvrir à travers les gestes sexuels. Le cannabis,
tel qu'il est décrit par les jeunes issus de diversité sexuelle, est vécu plus comme un allié dans cette exploration-là, de cette découverte-là de soi, de notre sexualité, de ce qu'on souhaite vivre comme type de valeur, de partenaire sexuel dans nos rapports. Tout à fait. En fait, c'est plus vu dans cet angle-là, plus vu comme un outil qui aide à la résilience, justement pour se réapproprier son corps ou pour découvrir son corps, etc. C'est sûr que un des éléments qui est vraiment pas évident à faire, mais qui serait un exercice à faire par tout intervenant, ce serait d'évaluer les biais qu'il ou elle a. Évidemment, on en a tous, c'est normal, mais c'est toujours de se demander quels sont les biais que j'ai qui vont avoir un impact sur l'intervention que je vais donner. Donc quand on parle de, sexualité, sous influence de cannabis, mais est-ce que j'ai des biais par rapport à ces éléments-là, par rapport à la sexualité, par rapport à la consommation de cannabis, les 2 ensemble. Hem, donc ça, on va dire que ce serait le premier pas à faire pour un intervenant. Donc, un environnement qui va favoriser l'estime de soi puis le pouvoir d'agir, ça va être un environnement où est-ce qu'on valorise réellement l'expérience de la personne qui vient nous consulter comme intervenant ou intervenante. Où est-ce qu'on s'intéresse à ce qu'elle a déjà comme outil aussi, parce que cette personne-là, elle a sa propre définition aussi d'une sexualité satisfaisante. Cette personne-là va avoir ses propres idées par rapport à ses propres valeurs de ce qui pourrait rendre plus satisfaisant aussi sa sexualité ou plus sécuritaire dans ses termes à elle aussi. Donc, je pense que d'être à l'écoute de qui on a devant soi, c'est déjà un bon départ. Un des aspects qui est central à l'idée de s'orienter vers l'idée de force minoritaire, mais ça peut être de force de façon générale, c'est d'essayer de déconstruire que nécessairement le cannabis vient agir à titre de mécanisme d'adaptation dans toute situation qu'on vit au niveau de la sexualité. Donc, d'essayer de trouver le déficit que vient combler le cannabis, alors que la personne essaie plus de utiliser le cannabis dans une façon de naviguer son identité, de naviguer qui elle est, de se découvrir. Donc déjà, d'orienter plus, de voir avec la personne de façon plus positive les choses, puis arrimer à ses valeurs, à son identité, à ce qu'elle souhaite faire, à son désir sexuel, ben, je pense qu'on est plus dans quelque chose qui est intéressant. Ça peut être important de réfléchir comme intervenant au lien qu'on fait entre consommation de cannabis et dépendance. C'est souvent comme un lien systématique qui, justement, amène l'idée que ce serait nécessairement une béquille, la substance, alors que des fois, c'est un outil d'affirmation de soi, d'exploration, d'amplification de quelque chose qui est déjà satisfaisant et beau, qui n'est pas nécessairement de problème associé à cette expérience-là. Mais étant donné qu'il y a très peu d'environnement pour explorer librement son expérience, ça se peut que ce soit avec une personne intervenante, qu'on se soit senti plus à l'aise. Donc, d'être ouvert à vraiment, c'est quoi l'expérience de la personne, qu'est-ce que ça vient apporter. Euh, Avoir une approche orientée aussi sur le positif de la sexualité, de la consommation, pour avoir aussi une ouverture à réfléchir quels sont les risques que tu aimerais réduire aussi dans ces situations-là, s'il y en a qui t'inquiètent. Je pense de cultiver déjà des espaces de non-jugement, tu sais, qu'importe soit le cannabis ou pas, la sexualité ou pas, mais déjà de base dans nos relations, de prôner ça, de prôner de la bienveillance, de prôner l'auto-bienveillance, en fait. Puis aussi d'aller chercher des modèles positifs, en fait. Il y a plein de gens qui consomment, puis qui sont verts. Faut les trouver, faut les chercher. Mais des fois, dans certaines conversations, en parlant, mais c'est vrai que comme, ah, ben, tu sais, j'ai telle personne, ben, il est chercheur, mais il consomme. Ah, mais j'ai un ami que, comme, lui, il fait du bénévolat à telle place, puis il consomme pareil, de faire, ah, OK, ou comme, ah, ben, j'ai tel ami qui va, je sais pas, des sex parties, puis il consomme quand même, mais tu sais, il va avoir des discussions. Fait que, tu sais, de, comme, justement, en parler, puis de chercher des modèles positifs. Fait que moi, je dirais ça. L'auto-bienveillance. Auto-bienveillance. Si je peux, Hashtag si auto-bienveillance, je peux j'adore. juste ajouter, pour continuer ce que les deux vous disiez, je pense que peut-être la clé est dans euh, peut-être pas poser des questions en mode interrogatoire. Je pense que c'est sûr que ça peut être très confrontant, mais plus d'accès sur ouvrir le dialogue. Plus d'être comme, hey, es-tu à l'aise de parler de ta consommation? Puis pas être comme, tu consommes vraiment beaucoup? Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Tu sais, je pense que ça joue vraiment dans comment l'aborder. Donc le mot-clé, c'est l'ouverture, finalement.
pour créer, je pense, un contexte d'ouverture qui fait sentir confortable la personne rapidement, il faut qu'on pense, nous, à notre contexte. Donc, pas juste la personne dans son expérience de consommation sexualisée avec du cannabis, mais mon bureau, est-ce qu'il y a des affiches où on pourrait en déduire que je m'intéresse surtout aux méfaits du cannabis, par exemple? Donc, moi, j'en ai eu des jeunes qui me disaient que aussitôt qu'ils voyaient un certain type d'affiche qui parle juste des méfaits du cannabis, se disent OK, très bien. Comme ça, je sais que c'est pas avec cette personne-là que je peux en parler de mon expérience. Donc, réfléchir à ce qu'on projette comme environnement. Est-ce qu'on a à la vue, par exemple, du matériel aussi de santé sexuelle qui est varié aussi, pour vraiment faire voir que c'est un sujet qu'on peut aborder sans tabou, qu'on est confortable à recevoir aussi ce sujet-là. Donc, c'est une première chose, je pense, qui peut être à réfléchir, là. Dans quel environnement on accueille la personne? C'est intéressant l'accueil parce que des fois, les intervenants, ce qui me rapportait, c'était leur difficulté à aborder soit la consommation ou la sexualité, alors que généralement, ce que je voyais dans les deux champs disciplinaires, c'était leur capacité à poser des bonnes questions, à aborder des risques, à aborder une notion de plaisir, à entrer dans la réalité de la personne. Mais des fois, la transposition se faisait pas de façon naturelle où il appréhendait de recevoir des commentaires sur ben là je sais pas si le jeune me dit j'ai du plaisir au niveau de la sexualité, voici comment ça se passe. Ben, moi, je suis pas un expert en sexualité, comment je vais l'aborder? Euh, alors que généralement, juste d'être dans une écoute, dans une ouverture, c'est déjà vraiment un premier pas pour que l'expérience soit validée pour la personne qui est devant eux. Puis ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour les jeunes en général, de sentir cette ouverture-là. Puis des fois, même s'ils sentent un léger malaise qui est plus lié à pas une hésitation, mais à plus un sentiment de déséquilibre par rapport à son sentiment de compétence. Mais là, je pense que le jeune va le sentir, alors que si c'est plus une question de valeur, qu'est-ce que tu disais d'affiches ou de matériel ou de façon d'orienter les questions, là, ça peut être une autre dynamique qui s'installe. Je pense aussi que ce qui est important, c'est de poser des questions sur la sexualité. Et ça, c'est pas forcément évident pour les intervenants qui n'ont pas été formés, en fait, et qui n'ont pas cette spécialité. Donc, pour sentir que le jeune sente qu'il y a une certaine ouverture, faut au moins poser des questions sans aller forcément dans énormément de détails. Le jeune va nommer ce qu'il a envie de nommer et faire des liens, ce avec quoi il a envie de faire des liens et se confier comme il a envie de se confier. Je pense que ce qui est important aussi, c'est d'être au courant de ses limites, puis de les nommer aux jeunes. Puis si jamais on n'est pas capable de faire avec certains éléments de ce qui est nommé, ben, on va aller prendre des informations, on va aller référer, on va faire comme on a l'habitude de faire finalement comme intervenant. Mais c'est peut-être aussi de changer la vision qu'on a de la sexualité qui serait quelque chose pour lequel il faudrait être surformé pour pouvoir s'intéresser à ce sujet-là, alors que ça peut être abordé comme un autre sujet finalement. Pour qu'une institution soit plus inclusive, plus soutenante, je pense qu'il faut qu'il y ait un espace de réflexion déjà sur cette question-là dans l'institution elle-même, qu'on se forme aussi de personnes qui ont réellement un vécu expérientiel, une expertise sur cette question-là, qu'on n'ait pas peur d'aller chercher à l'extérieur aussi de son organisation si on sent qu'on est plus limité à l'interne. Mais créer un espace de réflexion, je pense que c'est déjà un premier grand pas pour se demander qu'est-ce qu'on fait déjà qui pourrait nuire à l'inclusion, qu'est-ce qu'on fait qui peut peut-être être favorable à l'inclusion, puis qu'est-ce qu'on qui on aurait à inclure dans cette réflexion-là aussi pour s'améliorer. J'ai l'impression que les institutions combinent à la fois la vision négative de la sexualité puis de la consommation dans leur façon d'agir. Donc, c'est soit une sorte d'aveuglement volontaire, par exemple dans les milieux scolaires, de ces deux phénomènes-là, soit une attitude très paternaliste, donc euh, orientée vers le risque. Fait que cette notion-là de revenir avec l'idée que la consommation est présente, elle va être présente notamment dans la sexualité des jeunes. La sexualité est valide à tous les âges, mais particulièrement à l'émergence de l'âge adulte. Les personnes ont la capacité de faire des choix éclairés et c'est plus l'idée d'avoir
un espace qui est possible pour la discussion sur ces sujets-là sans être orienté trop sur le risque, ni sur les stéréotypes de genre ou de biais qu'on a par rapport à la culture, l'orientation sexuelle, par rapport à la consommation et à la sexualité, qui vont renforcer ces normes-là qu'on tente de déconstruire en quelque sorte. Puis ça demande, je pense, beaucoup de changements au niveau des institutions, que ce soit des cégeps, des universités, des milieux, même, je pense, des débits de boissons qui, tu sais, le cannabis va être vécu à l'extérieur. Ben, le cadre légal fait en sorte que c'est ça, mais c'est comme si le cannabis était extériorisé en quelque sorte, alors que l'alcool est pris en charge généralement par les institutions, par différentes mesures préventives qui sont déjà en place. Lorsqu'on parle de sexualité sous influence de cannabis, c'est essentiel de reconnaître les multiples formes de stigmatisation qui se croisent et qui touchent différemment les personnes selon leur vécu, leur identité et leur contexte. Ces réalités ont un impact bien réel sur l'accès à l'aide, le rapport à soi et aux autres. En tant qu'intervenant et intervenante, développer une lecture intersectionnelle, c'est une façon d'être plus juste, plus inclusif ou inclusive et surtout plus proche de ce que vivent les jeunes. Le soutien social, le lien à la communauté et l'affirmation des identités sont des leviers puissants. En les activant, on peut contribuer à transformer l'environnement autour des jeunes pour qu'il soit plus sécurisant, plus bienveillant et plus juste. Et c'est exactement ça qu'on va explorer dans la prochaine capsule. Comment adopter des postures et des pratiques d'intervention qui soutiennent l'autonomie, la sécurité et le plaisir sans moraliser ni banaliser. Bref, comment faire une vraie différence.